Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le WWE Night of Champions 2014 résumé. Donc le résumé de Night of Champions 2014 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi. Comme d'hab sur sur AB1, 2h15. Sur internet 1h30 avec le pré-show dedans. Donc sur AB1 le pré-show n'est pas dedans. Le pré-show je n'en parlerai pas tout simplement parce que je ne l'ai pas vu. Et d'après ce qu'on m'en a dit, c'était un pipe show de Christian qui n'était absolument pas intéressant. Pardon, excusez-moi. Donc je ne vais pas en parler. Si vous avez trouvé ce pipe show intéressant avec ce qu'il contenait, n'hésitez surtout pas à m'en faire part ou laisser des commentaires genre wesh ma couille. Moi personnellement le pré-show je l'ai trouvé intéressant. C'est vrai que c'était peut-être sympathique de revoir Christian. Chacun ses avis. Moi personnellement je trouve pas ça réellement intéressant, surtout ce qui s'est passé apparemment. J'ai vu à peu près les trames du truc avec Chris Jericho et Randy Orton. Ça n'a pas l'air d'être bien convaincant, on va dire. Donc je passe. Donc avant toute chose, j'aimerais juste mettre un petit chose au clair. Éventuellement pour rendre mes vidéos un peu plus interactives. Donc c'est-à-dire que là je fais mon speech, vous m'écoutez, ceux qui aiment ils aiment bien, ceux qui aiment pas ils zappent. J'aimerais rendre vraiment les choses interactives avec vous qui regardez cette vidéo, donc soit faire des sondages, soit demander votre avis et l'exprimer par la suite dans d'autres vidéos. J'aimerais réellement vous faire, on va dire, participer de manière participative, hein, je vois pas d'autres mots, rendre vraiment la chose interactive avec vous qui regardez ces vidéos. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Je fais ça pas pour faire « Ouais, je veux des j'aime, je veux des abonnés, mes couillasses, abonne-toi, salope !» Non, c'est vraiment pour rendre la chose interactive, voilà, communiquer avec vous de manière sympathique, rendre la chose plus vivante. Je pense que, ouais, je vais réfléchir un petit peu là-dessus, puis éventuellement, si vous avez des idées ou des choses que vous voulez que je reprenne lors de futures vidéos, moi je note un texte, hein, puis je dis, voilà, je reprends la citation de telle ou telle personne, ou alors j'explique l'avis de toi ou de toi, pour rendre les choses sympathiques, voilà. Donc, affaire à suivre, hein. Je vous invite à laisser des commentaires, des avis si le cœur vous en dit, sinon je vous défonce un par un avec mon sabre, je vous explose la gueule, bande de petites pétasses. Alors je rigole, hein. Bon, alors on va commencer directement avec les Usos contre les Dust, donc le match d'ouverture pour les United Tag Team Championship, donc les titres unifiés par équipe. Donc moi j'ai noté un match en U, c'est-à-dire qu'au début t'as un sommet, à la fin t'as un sommet, au milieu t'as un creux. Et là on me dit ouais, j'ai 2-3 avis donc des gars de ma team qui me disent le début de match était lent. Moi comme je l'ai dit, j'ai trouvé surtout le début de match, je l'ai trouvé bien rythmé. C'est le milieu de match que j'ai trouvé assez creux, assez lent. Bien pour un pré-show, enfin pour un match d'ouverture pardon, mais un peu mou comparé au match qu'on avait eu avant, genre contre la Wyatt Family, qui avait été quand même une rivalité un petit peu longue de la part des Usos, mais qui nous avait amené quand même à des matchs, pour moi, tout à fait honorables, sans réel temps mort, alors que celui-là, le milieu était un peu lent pour moi. J'ai noté le magnifique Power Slam de Goldust sur un des Usos, parce que, excusez-moi, je n'arrive encore absolument pas à différencier les Usos. J'ai jamais non plus fait beaucoup d'efforts pour ça, je le regrette, hein. J'ai noté ouais, donc le début du match bien rythmé, mais la suite du match un peu plus lente. Et le rythme reprend en fin de match, le rendant vraiment très sympa à voir. La troisième partie de match était vraiment très sympa à voir. À la fin du match, on a Stardust qui contre un Frog Splash qu'un des Usos voulait lui porter. Et qui enchaîne donc avec un petit paquet et gagne le match. Donc après un règne de 202 jours, si j'ai bien suivi les commentaires donc de Christophe Ajus et de Philippe Chéreau. 202 jours de règne, qui est quand même pas mal. Donc les Usos ont enfin perdu leur titre. Je pense que beaucoup de monde attendait ça. Il y a quand même un petit hic, c'est-à-dire qu'on a eu des matchs contre la Wyatt Family. Moi je pense vraiment à la Wyatt Family dans les meilleurs des 3 manches, qui était vraiment un match super, qui a eu du rebondissement jusqu'à la fin. Et ils ont conservé leur titre avec des fins, on va dire, juste assez extraordinaires. Et moi j'aurais préféré personnellement pour leur perte de titre que ça se fasse avec plus de peps. Là faire ça sur un petit paquet, c'est pas terriblement respectueux pour les Usos. Les Usos, comme moi je le dis en tant que champion, je les ai trouvés fades.
Mais ils nous ont quand même offert de belles choses. Et avec les fins de match des récents matchs, enfin des matchs précédents pour les titres, qui nous avaient offert donc des matchs à 200 à l'heure, cette fin de match là est assez fade. Finir avec un petit paquet, un règne de 202 jours qui s'achève avec un petit paquet, c'est vraiment pas top, voilà. Donc victoire des Dust, donc Goldust et Stardust. Au passage, j'ai noté le nouveau maquillage de Goldust qui était quand même pas mal critiqué. C'est vrai que ça change totalement, ça fait plus réellement Goldust. Mais moi je trouve que ça lui donne vraiment un côté dark. Donc pour son heel turn, je trouve que il serait en face. Moi je pense que ouais, ça le ferait pas. Mais en heel, vraiment ça lui donne vraiment un côté dark, je trouve. Le maquillage bien noir, ça, ouais, voilà, c'est pas le meilleur maquillage qu'il ait fait. Hein. C'est vrai que le maquillage d'avant était très bien, mais ça lui donne un côté dark qui est assez appréciable. Voilà. Alors ensuite, on a le match Cesaro contre Sheamus pour le United States Title, donc le titre des États-Unis. Donc moi personnellement, j'aime bien quand on a des matchs Cesaro contre Sheamus parce que je trouve, comme j'ai marqué là, oui, je regarde ma feuille parce que c'est réellement les notes, que c'est pas que je m'en fous de votre vie, hein. Moi je vous kiffe hein, tous. Hein. Voilà. Non, c'est vraiment que j'ai noté vraiment tous les points importants des matchs. Donc j'ai marqué opposition plaisante parce que c'est vraiment deux athlètes qui sont des bons catcheurs, des bons athlètes et qui se connaissent vraiment bien et ils travaillent vraiment bien. Moi je trouve que ces deux-là sur le ring, ils ont une symbiose, je sais pas si ça se dit, une façon de travailler un petit peu comme John Cena et Edge à l'époque, ils travaillaient vraiment en symbiose. Ça donnait vraiment quelque chose de... C'était vraiment des catcheurs compatibles. Bah là pareil, Sheamus, Cesaro, c'est vraiment des catcheurs compatibles qui vont bien l'un contre l'autre, voilà. Donc moi j'ai marqué match bien dans l'ensemble, sympa et équilibré. Donc le match, j'aime bien les matchs équilibrés, c'est-à-dire que il n'y a pas toujours un catcheur qui prend l'avantage ou un autre catcheur qui prend l'avantage. C'était vraiment du 50-50, aucun des catcheurs ne prenait réellement d'avantage conséquent, ce qui rendait le match encore plus intéressant à voir, plus rythmé, parce que quand il y a chacun leur tour, ils reprennent l'avantage, ça rend le truc vraiment plus... Il y a plus de peps, moi je trouve, j'aimerais qu'il y ait plus de matchs comme ça, plutôt que des matchs avec des faux rythmes. C'est lent, il y a des trucs, des prises au sol, c'est... Malgré que dans celui-là, il y en a eu pas mal quand même, hein. Et pas mal d'actions en dehors du ring aussi. Et donc à la fin du match, il y a Cesaro qui porte un Bigfoot, un Yakuza Kick. Donc à la fin de ce match, je vais pousser un coup de gueule parce que je ne le trouve absolument pas crédible. Je vais vous expliquer pourquoi. Cesaro, donc Sheamus est dans le coin. Cesaro lui porte un Yakuza Kick dans la gueule, mais monumental. Un peu comme j'en ai parlé à un de mes camarades de la team. Un peu à l'instar d'un MVP quand il portait son énorme Yakuza Kick dans la gueule. Là pour moi, le Yakuza Kick que Cesaro a mis à Sheamus c'était juste monumental. D'ailleurs, c'est vraiment un Yakuza Kick magnifique qu'il lui a mis dans la gueule. Il est enchaîné avec 2-3 patates. 2-3 droites, pardon. Moi je dis ça. Wesh, je me mets en mode wesh là. Il a mis en enchaîné avec 2-3 droites. Et Sheamus, quoi, ça fait genre, allez, 4 secondes, 5 secondes au bas mot, qui s'est pris un Yakuza Kick monstrueux dans la gueule. Il arrive à enchaîner avec un Brogue Kick. Là tu te dis, non mais, ils sont sérieux? Le mec il vient de se prendre un coup de pompe dans la gueule qui t'aurait assommé n'importe qui t'aurait arraché la mâchoire de n'importe qui. Le mec il réagit, il bronche même pas, au bout de 5 secondes il lui met un Brogue Kick en plein dans la gueule. Après on va dire oui mais regardez Shawn Michaels il se faisait démonter, il arrivait à mettre un switch. C'était un switch in music, c'est pas pareil, c'est un super kick, ça peut se faire sur le réflexe. Shawn Michaels c'était un catcheur qui avait les ressorts dans les jambes, il pouvait faire ça à n'importe quel moment. Un Brogue Kick c'est pas pareil, ça exige de l'élan, ça exige de la force, une poussée assez incroyable dans le pied. Pour moi c'est pas crédible, c'est absolument pas crédible et pour moi ça fait juste passer Sheamus pour un Gugus. Voilà. Pourtant Sheamus est un athlète que j'apprécie beaucoup, pour moi c'est un main eventer, j'attends avec impatience son heel turn s'il y en a un, j'espère. Ça fait passer Cesaro aussi pour un con quoi, il se prend branlé sur branlé le pauvre. Cesaro, merde. C'est pas moi, je ne comprends pas ce qu'ils font avec Cesaro. Pareil, si vous avez des idées, des avis sur Cesaro, tiens, j'aimerais bien, tiens, premier point, on va dire, un petit peu interactif avec vous, parler de Cesaro. Qu'est-ce que vous pensez de Cesaro, de sa situation? Qu'est-ce qu'il est capable de faire en tant qu'athlète?
un point général sur Cesaro. Moi personnellement ça me plairait de faire le point vraiment avec vous tous qui regardez cette vidéo, la team, vraiment Cesaro, faire un point sur lui, voilà, parce que c'est vraiment un catcheur incroyable qui est malheureusement dans une impasse là. C'est vraiment triste pour lui, voilà. Donc victoire, comme je l'ai dit, victoire de Sheamus à la suite de ce Brogue Kick qui est crédible, absolument pas crédible, hein. Je voulais comparer mais j'arrive pas à faire une comparaison parce que c'est un peu sur le cul. Donc victoire de Sheamus qui conserve son titre des États-Unis. En plus Sheamus a un règne en tant que champion des États-Unis qui est fadasse à souhait. Cesaro, je pense, aurait permis peut-être de faire un vent de fraîcheur sur cette ceinture. Surtout que Cesaro, à mon sens, a quand même bien plus besoin de la victoire que Sheamus. Que Sheamus, même, ils arrivent à le faire rebondir un petit peu tout le temps, même s'il a des petites phases d'oubli. Alors là, Cesaro, il est en train de mettre en mode chute libre. Là, c'est, je revois la scène de 300 quand Léonidas il fait Vichy Sparta qui met un gros coup de pompe dans le black et que le black il tombe dans le puits sans fond. Je suis désolé, j'ai l'impression que c'est ça qui fait Cesaro. Il se pète la gueule de plus en plus. Il va finir soit viré, il va finir peut-être comme Drew McIntyre, hein, il va se barrer, il va aller dans la fédération d'à côté, et dans la fédération d'à côté, ils vont peut-être le reconnaître à sa juste valeur. Enfin, bon, bref. Victoire de Sheamus. Ensuite, on passe au match Miz contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. J'ai marqué début de match lent mais disputé. Sando, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, c'est un bon match, mais j'ai largement préféré celui du SummerSlam, qui était pour moi bien plus rythmé. Alors Sando, alors oui, il y avait comme guest host deux petits musiciens que je ne connais absolument pas et que j'ai absolument pas envie de connaître. Donc à un moment, Damien Sandow, donc Mizdo, mais moi je préfère dire Damien Sandow. Moi, c'est plus crédible que Mizdo parce que ce pauvre gars aussi, ils le prennent vraiment pour un couillon de la lune. Damien Sandow s'en prend à Ziggler, donc il va foutre une droite à Ziggler, je crois. Après, il s'en prend à R-Truth. Et ensuite, il va se la jouer avec les deux musiciens en leur mettant des petites hey, j'arrête, dégagez là, vous êtes ouf. Bon, les deux musiciens, ils se lèvent. Ils se mettent à deux pour pousser Damien Sandow. Hein. C'est vrai que Damien Sandow, je crois qu'il va faire dans les 100 kg. Les deux petits musiciens, ils faisaient bien aller 60 kg chacun. Ils se mettent à deux, ils réussissent à le pousser par terre. Crédibilité, que dalle. R-Truth s'en prend à son tour à Damien Sandow, donc Damien Sandow, il fait fuir Damien Sandow, donc Damien Sandow se tire, puis il trace, tape un sprint de lapin, mais piouf, direction les vestiaires, allez, je me casse. Et donc le match reprend, et à la fin du match, donc, il y a Damien Sandow qui revient quand même, qui distrait Ziggler, donc Ziggler lui met un super kick dans la gueule, et le Miz en profite pour arriver par derrière, lui faire un petit paquet, et récupérer donc le titre intercontinental, qu'il avait perdu donc au pay-per-view d'avant. Donc j'ai un autre petit coup de gueule à dire sur ce pay-per-view, c'est que on a eu, je vais un petit peu spoiler, c'est la dernière victoire par petit paquet du pay-per-view, mais dans un pay-per-view, 2 victoires en plus pour des changements de titre par petit paquet, c'est pas crédible. À la limite, ils se seraient contentés de la victoire des deux, c'était avec le petit paquet. Le Miz aurait pu arriver par derrière et lui faire une prise, un coup de pute ou une prise par derrière, mais 2 petits paquets pour un pay-per-view pour des titres qui ont conclu à des changements de titre, pour moi c'est mauvais. C'est pas digne d'un pay-per-view, des petits paquets pour moi c'est digne d'un Raw, d'un SmackDown. 2 petits paquets de victoire pour la victoire dans un pay-per-view, pour moi c'est mauvais. Voilà. Alors ensuite on passe au segment Seth Rollins, donc Roman Reigns étant blessé, Seth Rollins arrive, fait son beau gosse, il vante la blessure de Roman Reigns. Il fait bon allez, je vais être gentil, je vais lui accorder 10 secondes. Bien entendu, il compte jusqu'à 10, Roman Reigns n'arrive pas parce que le pauvre vient de se faire opérer du hernie. Il fait bon allez, je suis gentil, je fais un open challenge, et là on a un suspense de psychopathe. On se dit putain c'est qui va arriver. Ah non mais franchement c'est même pas c'est qui va arriver, je veux dire, t'as un effet de surprise incroyable quand t'as un taxi jaune qui arrive. D'ailleurs l'effet du taxi jaune c'est assez incroyable, le mec il se pointe dans un taxi jaune, normal c'est dans un taxi, il se pointe. Oh, bien sûr, vous l'aurez deviné, Dean Ambrose qui descend du taxi. Scène absolument, on va dire, c'était prémédité, il n'y a aucune surprise, mais sympa à voir. Le mec qui se pointe, normal, il descend du taxi. Ça fait vraiment le mec commun, complètement ouf, puis il arrive en courant pour le démonter. Alors ça part en fight entre les deux, ça va un peu partout. Il y a l'autorité qui arrive avec les officiels, qui les séparent,
qui attache, Dean Ambrose avec des liens en plastique et qui des liens à bagages d'ailleurs. Si on peut plus trouver autre chose. C'est assez sympa de les voir sortir des liens en plastique, comme il y a pour les bagages. Qu'ils le font sortir, qui lève le bras de Seth Rollins en triomphe du genre ouais, c'est lui le futur, hein. Il a fait ouais, ok. C'était assez sympa de revoir Dean Ambrose, mais on va dire j'aurais préféré éventuellement un match. C'était sympa, mais un peu plus longtemps. Je sais que quand je vois Dean Ambrose et Seth Rollins se mettre sur la gueule, j'adore, donc j'avoue que j'en demande toujours un peu plus. Peut-être une petite action extrême, s'il y a une action extrême, j'avoue, sur Dean Ambrose, sur les officiels, quand il leur a fait un splash, il a fait un strike sur tous les officiels, c'était assez sympathique à voir. Donc c'est peut-être moi qui en demande un peu trop avec ces deux-là, mais en tout cas, pour moi personnellement, c'est toujours jouissif de voir Dean Ambrose revenir et foutre le boxon. Ce psychopathe, moi c'est vraiment... Ce mec, mais il a un charisme propre à lui-même, il est vraiment exceptionnel comme gars, donc... Franchement, retour de Dean Ambrose m'a fait plaisir quand même. Alors ensuite, on va passer à un match beaucoup moins positif, puisqu'on va parler du match Mark Henry contre Rusev. Le match des mastodontes. Donc déjà, on note l'entrée de Mark Henry avec la grenouillère patriotique que Big Show lui avait donné un peu avant, américain, machin. C'est sympathique. Ensuite, on a Lilian Garcia qui interprète l'hymne national américain. Cette femme a une voix exceptionnelle. Moi, personnellement, le jour où elle était déjà partie pendant quelques temps de la WWE. Pour moi, c'est pas pareil. Elle a un charisme, cette femme, c'est incroyable, Lilian Garcia. Elle a un charisme vraiment propre à elle. Et pour moi, c'est la meilleure annonceuse de la WWE. Je sais pas que les autres, c'est de la merde, hein, mais... Moi, elle dégage vraiment quelque chose de charismatique et de très classe, hein, cette femme. Donc... Voilà, big up Lilian Garcia, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on ne cite pas assez, qui est pourtant, pour moi, tout à fait respectable à la WWE, voilà. Donc, Mark Henry qui trouve le moyen de nous verser 2-3 larmes, pour pas dire chialer comme une madeleine en écoutant l'hymne américaine. Ce qui est pas très crédible à mon sens, tout simplement parce que Mark Henry a toujours été, on va dire, un peu en mode insensible, et là il se met à chialer. Alors, ça peut être sympa pour le geste, hein, mais... Moi personnellement, c'est pas le moment que j'ai préféré. Cela dit, ce qui s'ensuit n'est pas forcément mieux. Rusev arrive normal, hein, avec sa musique, la charmante Lana, hein, et le drapeau russe. Il a une façon de secouer. On dirait qu'il a envie de taper avec. Il a envie de taper sur quelqu'un. Ah, il est vénère. Là, tu le vois secouer son drapeau, tu dis ça y est, lui, il est déjà énervé. Bon, on va éviter de le chauffer davantage, hein, papa Rusev. Alors, comme j'ai noté, oui, donc on a un match des mastodontes, début de match lent, avec un Rusev hésitant, donc en début de match, Mark Henry a l'avantage. Mais Rusev reprend l'avantage assez rapidement. Donc pareil, le match là, je dirais, comme un espèce de W, donc on a un début de match avec Henry qui a l'avantage, Rusev reprend l'avantage, Henry reprend l'avantage, Rusev l'avantage, et ça se finit là. Il n'y a pas de dernier truc du W, donc c'est un W... pas fini, voilà. Donc il se passe en 3 manches, voilà. Première manche, Mark Henry a l'avantage. Deuxième manche, Rusev. 4 manches, pardon. Henry, Rusev, Henry, Rusev. Voilà, c'est le cadre du match. Sauf que les phases d'avantage de Rusev sont bien plus longues et bien plus décisives que celles de Mark Henry, qui Mark Henry n'a quasiment rien foutu du match. Je suis désolé, pour moi, ce match était mauvais. Je vais dire mon avis, après je vais voir les choses comme je les ai notées objectivement, mais là j'ai réellement envie de pousser un coup de gueule, c'est-à-dire que on nous a monté la sauce avec Mark Henry, Mark Henry c'est le World Strongest Man, c'est une légende, et là ils ont réellement, pour moi, à mon sens, fait passer Mark Henry pour une merde. Mark Henry qui nous a en plus réouvert le Hall of Pain. Pour moi, dès qu'il dit Hall of Pain, en général quand il parle du Hall of Pain, il était assez, on va dire, intense. Le mec, à part venir chialer sur l'hymne américaine, il a apporté 2-3 prises, il s'est fait démonter. Et ceux qui me diront le contraire, là c'est mon avis personnel avant l'avis objectif, hein, je ne suis absolument pas d'accord. Jack Swagger a fait une performance bien meilleure que Mark Henry, alors que Mark Henry est censé être sur le ring bien plus performant que Jack Swagger.
Et là, honnêtement, qu'est-ce qu'il nous a fait, à part 2-3, un World Strongest Slam, qui a permis d'ailleurs en milieu de match de reprendre un peu l'avantage. Qu'est-ce qu'il a fait de convaincant? Si le seul moment, on va dire, où Rusev a flippé, c'est en toute fin de match, quand il lui a enchaîné 2 super kicks. Il lui a mis un premier super kick. Mark Henry l'a regardé, il a dit toi je vais te défoncer. Rusev il a eu un sursaut, il a dit putain merde. Ça servait à rien, il est remonté, il lui a remis un deuxième super kick quoi, 1 minute après dans la gueule, il a gagné comme ça. Voilà. Il a pas gagné comme ça, mais il a mis, donc je vais reprendre le match, et puis je vais vous dire ça avec mon point de vue objectif. Donc on a un début de match lent avec un Rusev hésitant. Rusev qui reprend l'avantage assez rapidement, qui garde l'avantage pendant un petit moment. Ensuite on a Mark Henry qui reprend l'avantage, donc en lui portant un World Strongest Slam surprise, on va dire. Et ensuite on a Rusev à la fin qui reprend l'avantage en lui enchaînant 2 super kicks dans la gueule. Donc on a un super kick alors que Mark Henry était avachi dans les cordes. Il met un super kick à Mark Henry est comme dans un second souffle, regarde Rusev avec un regard de psychopathe. Le regard que Mark Henry devrait avoir plus souvent, le regard qu'il a toujours quand il est heel, parce que quand il est heel, il est bien plus dominateur que quand il est face. Et à la suite de ça, Rusev remonte dans le ring, lui met un deuxième super kick, enchaîne avec le camel clutch et gagne. Voilà. Ça c'est point par point. Là c'est mon point de vue objectif. C'est pas mon avis, c'est les faits. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc comme j'ai dit, match assez décevant par rapport à la feud. Ils ont dit, dans la feud, on voyait vraiment un Mark Henry qui promettait de faire de super grandes choses. Je vais pas vous décevoir les Américains et tout ça. Là, à mon avis, il n'y a pas que l'Amérique qui l'a déçu, il a un petit peu déçu, on va dire, tout l'univers de la WWE avec sa performance. Après, c'est de la story, donc moi je ne critique absolument pas l'athlète. Hein. Je dis juste que, ouais, match décevant, lent, mauvais par rapport au match contre Swagger à SummerSlam. Voilà. Alors ensuite on a le match Y2J contre Randy Orton. Donc Chris Jericho contre Randy Orton. Randy Orton, comment je dis ça moi? Donc on a un début de match qui est brutal. Pareil que pour le match Cesaro contre Sheamus, on a 2 super catcheurs qui se connaissent très bien. Randy Orton et Chris Jericho, ils se sont affrontés à de nombreuses reprises. Ils ont fait équipe à de nombreuses reprises. Bref, ils se connaissent très bien. J'ai noté Orton qui était bourrin comme jamais. J'ai cru, quant à sa prestation, vraiment revoir le Legend Killer. Pervers, quoi. Enfin pervers. Il n'est pas pensé à des choses, hein. Pervers dans le sens sadique, voilà. Sadique comme jamais. Il veut blesser, il veut faire mal. J'ai noté un match très disputé, moi personnellement, avec un bon rythme et très très plaisant à voir. Moi personnellement, c'est un match que j'ai apprécié. Donc on a Randy Orton à un moment qui a résisté quand même au mur de Jericho et au Code Breaker. Il a résisté aux deux. Et à la fin du match, on a Chris Jericho qui veut lui faire un topé donc de la 3ème corde. Donc il y a un saut de la 3ème corde. Le truc maintenant on va dire qu'on a venu sentir venir à 10 km. Hein. Chris Jericho qui monte sur la 3ème corde, qui fait signe à Randy Orton, vas-y relève-toi, je vais pas te taper au sol. Relève-toi, on va dire comme un homme qui lui fait un peu, relève-toi, je vais te taper quand tu seras debout. Bien entendu, au moment où Randy Orton est debout et que Chris Jericho saute, je pense qu'on a tous deviné qu'il allait avoir un RKO à la volée. Ça n'a pas loupé, RKO à la volée. Et Randy Orton gagne le match comme ça. Donc est-ce qu'à la fin de cette feud, Chris Jericho va reprendre ses distances avec la WWE pour repartir en tournée avec son groupe ou autre? Je pense, je sais pas trop. Randy Orton avait également beaucoup besoin de cette victoire parce qu'il n'était pas non plus dans une bonne période. Donc Chris Jericho pouvait plus se permettre, on va dire, de perdre ce match, sachant qu'il va se reprendre un petit peu de distance avec le catch pendant un petit moment, je pense. Donc oui, Randy Orton avait besoin de cette victoire et moi personnellement je suis content de la victoire de Randy Orton. Ça va peut-être le recrédibiliser, pardon, je sais même plus parler. Et ouais, donc victoire de Randy Orton, méritée, après un bon match. Voilà, bon. Alors ensuite on passe au match Nikki Bella contre AJ Lee contre Paige pour le Diva Championship. C'est rare à dire, hein, mais moi personnellement ce match-là, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Et ouais, c'est rare pour un match de Diva. Il y en aura sûrement qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi au niveau de l'explosivité, de la performance de chacune,
et surtout du côté triple menace, donc ça part dans tous les sens, je l'ai vraiment trouvé excellent. À mon sens, déjà, il est bien meilleur qu'un Henry Rusev. Il est peut-être même meilleur que le match Cesaro-Sheamus. Pour dire. Donc moi, j'ai noté un début de match directement très rythmé, ça part dans tous les sens, c'est vraiment très bien. On a deux catcheuses qui sont plaisantes à voir, parce que oui, je suis désolé, je n'apprécie pas Nikki Bella. Mais objectivement, et en toute objectivité, je vais souligner quand même la performance des trois catcheuses, dont Nikki Bella qui a fait un bon match, malgré que je ne l'aime pas. J'essaie de voir les choses objectivement quand même, tout en donnant mon avis, hein, comme j'ai toujours fait. Donc on a une très bonne performance des trois catcheuses, un très bon match. Et donc à la fin on a AJ qui se débarrasse donc, de Nikki Bella. Donc Nikki Bella qui a quand même fait de bonnes choses. Dont un torture rack sur Paige. D'ailleurs j'ai cru à ce moment-là qu'elle allait, comme beaucoup de monde je pense, j'ai cru qu'à la suite de cette prise il allait lui faire gagner le match. Je pense que moi ça m'aurait saoulé parce que je ne voulais absolument pas Nikki en tant que championne. Je pense que Nikki ferait bien, on va dire pour l'instant, de se concentrer dans sa feud avec Brie. Et de toute façon, moi, encore une fois, je n'ai jamais été Bella, donc... Le règne qu'ils avaient eu avec sa sœur, là, c'était assez mauvais pour moi. Donc voilà. Et donc à la fin du match, on a AJ Lee qui se débarrasse de Nikki. Donc il la dégage du ring, qui la démonte en dehors du ring. Qui revient, et ensuite, à la suite de ça, qui porte son Black Widow sur Paige. Et donc Paige tape. Donc j'avoue que ça m'a saoulé, vu que Paige est ma catcheuse préférée, mais bon. Objectivement... j'ai préféré que ce soit AJ Lee qui gagne le titre plutôt que Nikki, hein. Et donc, AJ Lee récupère donc sa ceinture des divas, hein. Paige dégoûté, AJ Lee ravi, Nikki Bella fait dodo, qui est là, qui est en dehors du ring, qui s'est fait défoncer, hein. Et je pense que, le côté Nikki Bella dans cette feud va être fini. On va repartir peut-être sur la feud AJ Lee Paige. Et un deuxième point interactif, on va dire, petit peu peut-être étonnant qui peut paraître, ils ont prévu donc apparemment de faire poursuivre la feud entre AJ Lee et Paige, et de quitter réellement le domaine de la PG era, car ils voudraient en faire une feud avec des tensions sexuelles. Donc je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, quel genre de... la façon dont vous voyez les choses. Moi personnellement, tout ce qui est enclin à nous faire dégager de la PG era, moi je suis pour, hein, plus de violence. Le truc entre les deux, je suis pas particulièrement pour, je suis pas particulièrement contre. Vaut mieux que ce soit ça plutôt que une sorte de tension comme ça avec du genre AJ Lee et Karma quand on était là, ou Vicky Guerrero, imaginez le bordel. Donc à la limite, je pense que ça fera plaisir à un bon nombre de petits pervers, hein. Ah ouais, c'est de vous que je parle, la bande de petits cochons qui allez vous remuer la merguez en les regardant sur des trucs, hein. Ouais. Alors je rigole. Donc voilà, donc victoire de AJ Lee qui conserve son titre. Encore une fois, ce petit segment de tension entre les deux. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous en pensez. Et donc enfin, on finit avec le match John Cena contre Brock Lesnar pour le WWE World Heavyweight Championship. J'ai un petit peu amélioré mon anglais, hein, je sais pas... Bon. Alors on a un début de match qui est brutal à souhait en même temps, avec Lesnar. Pas étonnant. Cena qui montre bien sa volonté de faire mieux, de ne pas se faire éclater la gueule et enculer à sec comme il s'est fait démonter le cul à SummerSlam. Je suis désolé du terme, mais encore une fois pour moi, John Cena à SummerSlam s'est fait péter la rondelle. Enculé à sec, péter la rondelle, violé. S'est fait défenestrer l'anus. Je sais pas comment vous voulez dire, mais en tout cas John Cena s'est fait exploser la rondelle à SummerSlam. Donc là, ça s'est pas passé pareil, hein, j'ai un petit peu spoilé, heureusement, parce que sinon, j'aurais trouvé ça ridicule, à la fois pour Brock Lesnar, à la fois pour John Cena et surtout pour le titre. Surtout pour Brock Lesnar. Et donc on a un début de match brutal à souhait. Lesnar qui, pendant un bon moment du match, se concentrait sur le bras de John Cena, donc il lui portait sa prise de finition, donc le Kimura, je crois, le Kimura Lock. Et Cena, j'ai noté que Cena, malgré que je suis plus d'un côté anti-Cena, Cena nous a fait de belles actions, mais Lesnar avait toujours un coup d'avance sur Cena, c'est-à-dire que Cena revenait, lui mettait des bonnes séries de droites dans la gueule, et Lesnar gardait toujours l'avantage, c'est-à-dire que Lesnar revenait à chaque fois. Et pour moi, le match a été en deux parties. La première partie où John Cena
faisait, on va dire, des prises, mettait quelques droites à Lesnar, faisait quelque chose de convaincant. Et la deuxième partie, c'était en fait, John Cena en fait avait uniquement des sursauts pour se relever et mettre des attitude adjustment à Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar qui s'est pris pendant le match 4 attitude adjustment et 2 STF. Le deuxième STF s'étant fait en 3 manches, enfin en 3 parties. Mais pour moi c'était à la base la même prise, hein, même si s'il repris à 3 fois c'était le même STF. Donc j'ai noté que 2 STF. Et après donc, si je ne me trompe pas, après le quatrième... Après donc Seth Rollins intervient, attaque John Cena avec la mallette. Donc après que Brock Lesnar se soit pris donc 4 attitude adjustment et 2 STF, Seth Rollins intervient. PPR qui arrive, il met un grand coup de mallette dans la gueule de John Cena, il le sort John Cena du ring. Là tu dis ok, bon. Et là tout d'un coup il se retourne avec un petit regard pervers genre vers Brock Lesnar. Tiens, je me le ferais bien, lui il est en train de dormir. Oh bah tiens. Je vais essayer de mettre un coup de pompe dans la gueule, puis si ça marche, j'encaisse. C'est ce que tout le monde aurait fait, hein. Soyons honnêtes. T'as la mallette, tu dégages John Cena, tu te dis tiens, le gros il dort. On va essayer, je mets un coup de pompe dans la gueule, si ça marche pas, je me barre. Si ça marche, j'encaisse. Donc il a porté son Kurt Stomp, désolé si je le prononce mal, à Brock Lesnar. D'ailleurs, j'ai trouvé que le Kurt Stomp de Seth Rollins a été 3 fois plus efficace qu'un attitude adjustment de John Cena, parce que Brock Lesnar, il a mis 3 plombes à se relever. C'était juste génial. Alors, monsieur Seth Rollins, tout content qu'il est, bah c'est cool, je vais encaisser, je vais prendre le titre, on va niquer les 2 PD qui sont sur le sol. Hein. C'est sa façon de penser, hein. C'est de la parodie ce que je dis, hein. Ne prenez pas, je ne traite aucun des 2 de PD. Hein. Seth Rollins qui va appeler l'arbitre en dehors du ring, j'encaisse ma mallette, petite annonce officielle, Seth Rollins encaisse sa mallette, mais malheureusement Seth Rollins ne remontera pas sur le ring pour encaisser sa mallette, vu que John Cena, monsieur, n'en empêche. C'est con, hein. C'est con un Pokémon quand c'est énervé, hein. Ah voilà, fallait pas nous énerver Pikachu en lui mettant un coup de mallette dans la gueule, Seth Rollins. Je te l'ai dit combien de fois. Pikachu, tu lui mets pas un coup de mallette dans la gueule. Comme une fois l'a dit Roman Reigns, il y a plusieurs choses qu'il faut pas faire. Faut pas tirer la cape de Superman, faut pas mettre une patate dans la gueule de Roman Reigns, faut pas mettre un coup de mallette dans la gueule de Pikachu, ça se fait pas, je suis désolé. Voilà. C'est Rollins qui a voulu lui mettre défenestrer la tronche de Pikachu, comme Pikachu s'était fait défenestrer le cul à SummerSlam. Désolé, j'insiste un peu, mais pauvre de Pikachu, John Cena en ce moment, il en prend vraiment cher. Encore une fois, c'est de la parodie, hein, je n'ai absolument rien contre John Cena, donc les pro Cena, je respecte totalement le fait que vous aimiez bien John Cena, c'est de la parodie, c'est de l'humour, humour, second degré. Regardez dans le dictionnaire si vous ne comprenez pas. Sinon, paix à votre âme. Voilà. Et donc, John Cena remonte dans le ring vénère. Et là, Tonton Brock, qui se relève après 5 minutes de dodo, n'est pas content. Bien sûr, quand Tonton Brock n'est pas content, il faut bien qu'il tape sur quelque chose. La première merde qui lui passe en dessous la main, le premier bonhomme qui lui passe en dessous la main, c'est Tonton John qui s'est pris un fake dans la gueule. Voilà. Donc on a une victoire avec Seth Rollins qui repart, j'ai envie de dire, la queue entre les jambes. Heureusement pour lui, la cloche n'a pas sonné, donc le contrat n'est pas utilisé, donc Seth Rollins a toujours sa mallette Money in the Bank. Brock Lesnar qui repart énervé avec le petit sourire, parce que de toute façon il a perdu par disqualification, donc, mais il garde son titre. John Cena qui est dégoûté, parce qu'au final son rematch il l'a dans le cul. Donc voilà la trame, John Cena énervé, enfin John Cena dégoûté. Seth Rollins il s'est tiré comme une merde. Brock Lesnar énervé, mais à la fois un peu content. Et Paul Heyman hésitant en se disant pourquoi Seth Rollins il a fait ça, ce PD. Voilà. Donc on conclut le pay-per-view comme ça. Donc moi personnellement c'est un pay-per-view qui m'a quand même assez déçu dans l'ensemble. Au niveau de certains matchs, surtout de certaines fins de match. Donc que ce soit les petits paquets et les Brock kicks, pas convaincants du tout. La fin du match avec Cena et Lesnar, c'est quand même bien rodé parce que ça reste du what the fuck, mais ça reste quand même assez crédible dans le fond. La victoire des Jelly qui m'a un petit peu déçu, parce que bon c'est pas ma catcheuse préférée, mais qui reste aussi crédible. Bien que c'est dommage de faire des passe-passe avec les titres, sachant que, désolé je vais vous spoiler, mais Raw qui a eu lieu la nuit dernière, Dolph Ziggler a repris le titre intercontinental. Donc les passe-passe avec le titre, moi je trouve ça un peu débile. J'aurais trouvé ça d'autant plus débile, non, Paige n'a pas regagné le titre, malheureusement.
J'aurais trouvé ça encore plus débile si Paige avait elle aussi regagné le titre, parce que ça aurait rendu la chose complètement débile. Donc la question c'est, Dolph Ziggler a gagné le titre, pourquoi le Miz a gagné un Night of Champion alors? Ça a quoi? Pour lui faire reperdre le lendemain. Voilà, petite question. Vous y répondrez si vous avez envie. Non, non, vous y répondrez sinon vous viole un par un. Oh! Non, je rigole. Ouais, c'est pas réellement, on va dire, convaincant. Et aussi, petit point que j'aimerais éclaircir avec vous, c'est ma façon que j'ai d'argumenter les choses. J'essaie, donc, comme je le dis à chaque fois, de donner un petit côté humoristique, tout simplement pour rendre la chose plus vivante. Vous passez une bonne demi-heure à m'écouter. Mais j'estime que mes arguments se valent au niveau de l'objectivité et de leur... comment dire, de leur... C'est plausible, je veux dire, c'est tout à fait logique, c'est réfléchi. J'ai écrit des notes, pas pour rien, hein, pas parce que j'ai Alzheimer, je me souviens plus ce qui s'est passé, hein, uniquement parce que je veux vraiment avoir les faits pour pouvoir parler des choses vraiment objectivement. Sinon, vous voyez, quand je dis les choses avec mon point de vue, je regarde même pas je sais ce qui s'est passé. Mais je note les choses objectivement. Il s'est passé ça, 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 comme ça je peux décrire les choses neutres. Voilà. Donc je tiens vraiment à souligner un petit peu le travail que je fournis. C'est pas non plus un travail de titan, mais j'essaie vraiment de filer des arguments qui tiennent la route, par respect pour vous, par respect pour tous fans de catch, et par respect également pour ceux qui ne sont peut-être pas fans de catch, qui voudraient découvrir avec mes vidéos ou avec d'autres vidéos le catch, qui est un spectacle, un divertissement sportif qui est tout à fait plaisant à voir. Certains athlètes, donc les athlètes sont encore une fois des athlètes surentraînés, hein, ne faites pas ça chez vous, hein, et surtout les petites communautés qui s'insultent à propos de John Cena et autres avec des fils de pute, nique ta mère, machin. Allez péter un coup, ou allez vous branler un coup pour vous détendre, je sais pas, faites quelque chose, mais zen les gars, zen, c'est un spectacle, c'est un sport. John Cena il a pas gagné, bah oui, mais certaines personnes... Je suis désolé, mais John Cena n'a pas gagné. On dirait qu'ils vont partir en dépression nerveuse. John Cena n'a pas gagné. Putain, je suis dégoûté, c'est triste. Il faut arrêter, c'est un spectacle, c'est un sport. Voilà, je veux bien d'être à fond dedans, mais certaines personnes, on dirait qu'ils vont limite partir en dépression. Ils prennent des FPI, des antidépresseurs, parce que John Cena, il a pas gagné. Oui, parce que John Cena a gagné par disqualification. Il n'a pas pris le titre. Mais... ouais, mais bon... à un moment donné, il faut se détendre. Voilà, c'est tout. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Hein, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous faire une bise à tous mes couillasses. Et je vous dire à bientôt pour le prochain pay-per-view qui sera donc Hell in a Cell au mois d'octobre. Voilà. Donc bonne journée mes couillasses. Prenez soin de vous. Puis n'oubliez pas, si vous avez envie d'interagir ou donner vos avis, faites comme chez Mémé. Faites-vous plaisir. C'est fait pour ça. Et laissez un pouce vert et abonnez-vous, bande de salopes. Non, je rigole. Abonnez-vous si le travail vous a plu. N'hésitez pas à partager à vos amis. Dites voilà, lui fait des vidéos de merde ou des bonnes vidéos, selon vos avis. Hein. Et laissez des commentaires. Et le côté interactif, c'est vraiment important. Voilà. Bonne journée. Prenez soin de vous. Et ciao mes couillasses.